Bonjour à tous, bienvenue sur cette conférence où on va essayer de parler un petit peu d'inspection visuelle et d'inspection numérique. L'idée de cette présentation, c'est un petit peu vous de présenter déjà qui on est au Lot 3 ce qui va pouvoir se passer. On parle de vision numérique souvent, on a tous l'habitude des caméras. Et là, dans cette présentation, c'est un peu vous faire le parallèle entre notre façon de voir le monde avec nos yeux, notre cerveau et la vision numérique. Voilà. Voir un peu comment fonctionne l'un et comment fonctionne l'autre pour voir un petit peu les similitudes et les différences et comment après on peut travailler sur des systèmes un peu plus complexes en vision numérique. Dans un premier temps, qui on est au Lot 3 on est basé à Saint-Louis, on n'est pas très loin d'ici. Et notre métier, c'est faire de la métrologie optique. Donc on a été créé, et on a à peu 40 ans l'année prochaine. Au départ, on faisait de l'holographie au tout début. Et on a 3 activités principales. La première activité qui est la partie métrologie, où on va plutôt faire ce type de pièces. On va venir mesurer des pièces dimensionnelles, que ce soit par du palpage ou par des systèmes optiques, de façon unitaire sur des toutes petites pièces ou des pièces qui peuvent aller à plusieurs centaines de mètres. On a une troisième activité qui, elle, est plutôt la machine spéciale, la machine industrielle. C'est la plus grosse activité de chez Lot 3. C'est là où on va faire de la mesure, développer de nouveaux capteurs. On fait de la machine à façon pour pour mettre ça sur les lignes de production, pour faire du contrôle d'aspect, contrôle dimensionnel, contrôle de surface sur des pièces. Et c'est là où on va développer nos gros programmes de recherche. Et une troisième activité qui est un peu plus récente, qui date de 2007, qui est la réalité augmentée, réalité virtuelle. Donc on a été dans les premiers à faire ça dans le département, enfin même dans la région. Et on va développer plutôt des systèmes, des applications pour faire de la formation, sensibilisation au risque métier dans le monde industriel. Voilà. L'historique un petit peu de Lot 3, c'est qu'on a commencé, on parlait tout à l'heure de l'holographie, on a fait de l'interférométrie de speckle au début qui nous permet de faire de l'analyse vibratoire, voire des lignes nodales avec du laser. Et on s'est penché petit à petit en évoluant sur la partie lumière structurée pour faire de la mesure numérisation 3D, on verra là par la suite. Et naturellement, on s'est penché après sur la déflectométrie. La déflectométrie, en fait, c'est qu'on va regarder de la lumière sur un objet qui va être réfléchissant. Donc typiquement une pièce polie, on va regarder de la lumière qui se réfléchit dessus. Vu par une caméra, ça nous permet de faire de la mesure. Et on a développé aussi par la suite de la corrélation d'images. Pour voir, justement, là vous voyez un exemple de machine de traction où on va pouvoir mettre des jauges de contraintes virtuelles sur ces pièces-là. Et la dernière grosse évolution, c'est l'arrivée de la réalité virtuelle chez nous. Voilà, ça c'était pour faire la petite présentation de qui est au Lot 3 et qu'est-ce que l'on fait. Et maintenant, rentrons dans le sujet de comment fonctionne un petit peu, comment nous fonctionnons. Donc on voit le monde avec nos yeux. Vous avez ici une coupe un petit peu de notre œil. Ce qui va nous intéresser, c'est de voir un petit peu, de faire la comparaison entre notre œil et un système de caméra tel que l'on peut le connaître. Donc si on détaille un petit peu notre œil, il est composé de 2 types de capteurs qui vont permettre de capter la lumière et nous donner une image. Alors les premiers, qu'on voit, ce que j'ai noté ici, oui, le pointeur marche. Donc on va avoir ce qui est en rouge, on va avoir les cônes qui sont vraiment très centrés et qui sont ce qu'on peut voir ici au niveau de la fovea, qui représente une toute petite partie. Et c'est cette information-là qui va nous donner, les cônes, c'est ce qui va nous donner la couleur. Donc on voit quand on a une très grande proportion, enfin une très grande concentration de cônes au niveau de la fovea et qu'après ça décroît très très rapidement sur le reste de l'œil. Le reste de l'œil, c'est la partie un peu jaune que l'on peut voir au fond de l'œil. Donc ça, c'est ce qui nous donne la couleur. Et on a d'autres types de capteurs qu'on appelle les bâtonnets. On va avoir les bâtonnets qui sont, on a les proportions, c'est la partie jaune que vous voyez dans l'œil qui se balade, mais le pointeur ne marche pas bien, qui se balade au niveau de l'œil et qui remonte assez haut. Eux, les bâtonnets, vont ne voir que le noir et blanc. Ils vont pas nous permettre, c'est ce qui va nous permettre de voir de nuit ou quand il y a peu d'éclairage, c'est eux qui vont nous donner ces informations. Et il y a quelque chose qui est important aussi dans notre œil, c'est qu'on a une zone où on voit rien.
il y a le nerf optique qui arrive pour se connecter sur tous nos photorécepteurs. Et donc, quand on regarde, on a un trou dans la vision qui est le nerf optique. On ne s'en rend pas compte, mais on verra après qu'est-ce que ça peut faire. Donc voilà un petit peu le fonctionnement, enfin une coupe assez rapide de l'œil. Et si on essaye de regarder un petit peu plus en détail, l'œil a différentes sensibilités. Donc ce que je disais tout à l'heure, on a les bâtonnets qui vont voir plutôt en vision de nuit. C'est la courbe noire que vous voyez, qui est à peu près centrée sur 498 nanomètres, c'est à peu près dans du bleu-violet. Donc on va être sensible à cette couleur de nuit. C'est pour ça qu'on voit déjà plutôt des fois des choses en bleu la nuit. C'est ce qui va nous tapisser le plus l'œil. En gros, il faut imaginer qu'on a à peu près 120 millions de bâtonnets au niveau de l'œil, alors que les cônes, on va être plutôt autour de 7 millions, pour donner une idée de la concentration de ces différents éléments. Et les bâtonnets, les cônes sont répartis en 3 familles, le rouge, le vert et le bleu. C'est ce qu'on voit sur les caméras, c'est ce qu'on va voir sur une télé, on a toujours du RVB. Et ben là, l'œil fonctionne exactement de la même façon. On a des photorécepteurs qui sont centrés sur la couleur bleue, d'autres sur le rouge, d'autres sur le vert. Et c'est à partir de là qu'on refait une image couleur. Donc maintenant, si on se pense sur la vision vision de jour, si on faisait une photographie à l'instant T d'un monde réel et qu'on prenait juste une seule image de ce que voit notre œil, ça nous donnerait à peu près ça. C'est-à-dire qu'on aura un trou et un endroit où on n'aurait pas d'information, ce qui est le nerf optique, et on aurait au centre, on arriverait à voir quelque chose d'assez net. Par contre, tout le pourtour, c'est flou. Ça, c'est une seule image. Mais on n'a jamais eu, personne ne voit comme ça. Pourquoi ? Parce qu'on a un cerveau et des muscles qui vont nous permettre de faire bouger l'œil pour gommer cette formation au niveau du trou, déjà du nerf optique. Et puis on va balader la scène que l'on regarde assez vite par des microsaccades. Et ce qui va nous permettre de reconstituer une image où on n'a plus du tout ces éléments-là et on a plutôt ce type d'image qui va apparaître dans notre cerveau. Mais ça, c'est parce qu'on a une reconstruction dans notre cerveau qui se fait de façon automatique. On n'y pense pas quand on le fait, mais ça se fait de façon naturelle. Mais notre système d'imageur, l'œil, ne permet pas de faire ça directement. Et si maintenant on fait la comparaison avec une vision nocturne, on va avoir, si on fait l'instantané, on aura à peu près l'image qui est dessinée là. Mais là, on aurait 2 trous d'information. On va avoir le nerf optique qui sera toujours là, mais on aura aussi la zone où on a le maximum de cônes qui nous donne la vision diurne et en couleur, qui concentre quasiment dans la fovea le maximum d'informations. Donc on aura un manque d'informations. Par contre, on voit un peu plus large et on est un peu plus sensible. Donc ça, c'est en gros ce que vous voyez en bas, c'est la vision de nuit et la vision de jour que l'on peut avoir. Notre œil est aussi sensible à la lumière, c'est son principe, mais s'il est ébloui, il met du temps aussi à réagir. Sur un appareil photo, on va régler l'ouverture. Là, ça va être notre pupille qui va se dilater ou qui va se refermer pour faire entrer plus ou moins de lumière. Mais à un moment, on a un temps d'exposition sur une caméra ou sur un appareil photo. Là, c'est pareil. On a nos bâtonnets et nos cônes qui ont un temps de sensibilisation et un temps où il leur faut un peu de temps pour être capable, s'ils ont été éblouis, pour revenir, pour être de nouveau sensibles à une faible luminosité. Donc on a les cônes qui vont être plus sensibles que les bâtonnets sur ces temps de réaction. Donc ça, on a vu un œil, ce qui est plutôt pas mal, déjà on voit comment ça fonctionne. Si on part sur nos 2 yeux, parce qu'on en a 2, on va pouvoir faire quelque chose qui est assez magique, c'est qu'on va pouvoir faire de la 3D. Donc là, je vous montre en fait une vision. Si on pouvait avoir l'œil gauche et l'œil droit, on voit l'objet, mais de 2 points de vue légèrement différents. Très différents, parce qu'on a à peu près 6 cm de décalage entre l'œil gauche et l'œil droit. Ce décalage nous permet de mesurer, d'avoir une sorte de parallaxe qui va nous permettre
de mesurer une profondeur. Le cerveau va nous faire ça de façon tout automatique. Et grâce à ça, nous, on n'a qu'une seule image dans notre tête, c'est celle qu'on voit en bas. Donc ça, c'est ce qu'on peut voir. On arrive à être bon pour faire de la 3D, physiquement, on va dire de 0 à peu près à une trentaine de mètres. Sauf que dans le monde réel, si on regarde ici, on est capable d'estimer des distances qui vont être bien au-delà de 30 mètres. Alors que physiquement, on n'a pas la résolution pour faire de la 3D réelle au-delà de 30 mètres. Pourquoi ? Parce que là, si vous regardez, ici, quand on conduit dans une voiture, on est capable de dire à peu près quelle est la longueur du camion, à quelle distance va se situer tel ou tel véhicule. Pour quelle raison ? Simplement parce qu'on a appris énormément de choses sur le monde qui nous entoure. On sait tous qu'une voiture fait à peu près 5-6 mètres de long. Comme on a tous bien notre code en tête, on sait que les bandes sur le côté, c'est 39 mètres de peinture blanche et puis 13 mètres d'écart entre deux bandes blanches sur le côté, sur la bande d'arrêt d'urgence. Donc on est capable de donner, on a déjà des éléments de valeur. Donc on est capable d'estimer. En fait, on ne mesure pas, on estime des distances ou des dimensions parce qu'on est habitué depuis tout petit à ça. Donc on a l'impression qu'on voit assez loin en 3D, mais si on s'amusait à dire à quelle distance est le troisième camion, on donnerait tous des valeurs assez éloignées les uns des autres. Mais notre 3D, elle nous permet justement le cerveau permet de reconstruire une pseudo 3D par tout ce qu'on connaît. Du coup, ce qui est intéressant, c'est là notre œil et notre cerveau travaillent en permanence ensemble. Et c'est ce que j'ai voulu synthétiser un peu sur ce schéma en disant, quand on fait de l'inspection visuelle, forcément, on n'a pas vraiment parlé là d'éclairage. On a parlé, l'éclairage était naturel, ça peut être le soleil qui nous éclaire, ou comme on est ici, c'est l'éclairage ambiant qui nous permet de voir. On s'est beaucoup penché sur la partie acquisition, ou fonctionnement de l'œil, et finalement notre cerveau qui fait pas mal d'interprétations et qui nous permet d'estimer ou de voir certaines choses que l'on souhaiterait voir et même de pouvoir lire. Maintenant, si on veut faire ce parallèle sur le monde numérique, donc voilà, on va pouvoir éclairer de différentes manières et on verra par la suite que différents types d'éclairage vont permettre de faire sortir soit des éléments que l'on veut analyser, soit des défauts, soit voir des choses qu'on a du mal à voir à l'œil nu ou en éclairage classique. Et en termes d'acquisition, aujourd'hui, il existe des photorécepteurs. On parle plus communément de caméras sur lesquelles on va monter une optique qui va nous permettre de voir soit un tout petit champ, soit un très grand champ, soit des choses un peu différentes. Tout va dépendre de l'optique, du choix de la caméra et du choix de l'optique que l'on fera par la suite. Et le dernier, on remplace le cerveau par une unité de calcul, souvent un ordinateur. Et après, en fonction des logiciels qu'on va mettre dedans, on va pouvoir faire soit un traitement tout à fait classique, soit on pourra faire des choses comme de l'intelligence artificielle pour essayer de se rapprocher du fonctionnement de l'être humain. Donc ça, c'est un peu les parallèles entre le monde de fonctionnement de l'être humain et le monde du robot. Enfin, le monde numérique, pardon. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que souvent on essaye de reproduire ce que nous on voit. Si on ne le voit pas correctement à l'œil, on a du mal des fois à imaginer comment on pourrait le voir de façon numérique. Donc il faut des fois un peu sortir de ces éléments-là. Et la première base, là, je vous ai vu, j'ai séparé en 3 parties. La partie éclairage, la partie acquisition et la partie traitement. C'est 3 domaines qui sont très importants. Il ne faut pas en négliger un. Il faut travailler sur les 3. Et on va voir si on travaille maintenant sur la partie éclairage. On a vu que notre œil était sensible à différentes longueurs d'onde dans la partie visible. Sauf qu'on pourrait s'amuser à éclairer dans la partie visible là, en rouge, vert, bleu, parce qu'on voit le Holo 3 qui est dans les 3 couleurs. Mais on pourrait travailler aussi dans l'ultraviolet et dans l'infrarouge. Notre œil n'est pas capable de le voir, mais des caméras, des capteurs sont capables de le faire. Donc on peut élargir tout le spectre qu'on peut voir. Quel peut être l'intérêt justement de travailler dans des zones hors de la zone visible par l'œil ? C'est justement des phénomènes qui pourraient ne pas se voir. Ce qu'on peut voir ici dans l'ultraviolet, sur la partie à gauche, vous avez une lampe un peu violette, mais vous avez aussi un flacon de parfum qui est en vert, sur lequel on va faire une ligne laser pour essayer de mesurer sa distance. Mais la lumière traverse le verre.
dans le domaine visible. Par contre, quand on descend dans le domaine ultraviolet, si on descend assez bas dans les longueurs d'onde, ça va être réfléchissant. Donc ça peut être intéressant d'avoir une surface, le vert ne laisse pas passer l'ultraviolet. Donc ça va être intéressant suivant les mesures que l'on peut faire. Si on veut faire une mesure de distance, on pourrait très bien le faire en ultraviolet. Et dans la partie infrarouge, ça va nous donner des éléments on voit ici, des analyses de température, ou certains matériaux qui sont assez mat dans le domaine visible et qui vont pouvoir devenir un peu plus brillants quand on va travailler dans le monde infrarouge. Donc des fois, on a besoin d'utiliser de la réflexion de la lumière sur un matériau. Et là, en travaillant dans des longueurs d'onde plus élevées, on va pouvoir justement avoir ces réflexions-là. C'est le petit exemple qui est en bas à gauche où on a une pièce qui a un défaut. Et en travaillant sur l'infrarouge, on arrive à faire ressortir ce défaut-là. Ça, c'est le domaine à peu près du spectre complet. Et on peut avoir différents types d'éclairage aussi. On peut avoir des éclairages qui peuvent être diffus, des éclairages qui peuvent être plutôt dirigés. On peut aussi avoir des lumières qui vont être cohérentes ou incohérentes. Ce qu'on appelle lumière cohérente, c'est plutôt du laser. Et on va pouvoir avoir avec le laser... Hop là. Ça ne s'est pas lancé. Voilà. Ici, on va faire... interférer du laser, enfin deux faisceaux laser entre eux, ce qui vont permettre de voir des analyses vibratoires là, ou des contraintes sur un matériau. Et là, on va utiliser que la lumière pour pouvoir faire ce genre de mesures sur une pièce. Donc on a vu un petit peu qu'il y avait un monde de différentes longueurs d'onde qu'on pouvait utiliser. Maintenant, il y a aussi comment on éclaire une pièce pour pouvoir voir un type de défaut. Donc il faut l'éclairer et il faut qu'on se positionne pour le regarder. Donc là, sur ce schéma-là, vous avez en vert une caméra qui va regarder l'objet qui est noir. Et on va faire le premier éclairage qui est un éclairage qui est du même côté de la caméra. Donc on éclaire au même endroit que la caméra. Donc on va avoir une réflexion de la lumière sur la pièce. Ce qui va nous donner la première image du haut. Où on voit la brillance de la pièce, on voit certains éléments. Et par contre, si on éclaire la pièce par derrière, donc on a une source de lumière qui est dessous la pièce, on regarde au travers, on va plutôt avoir, on va avoir l'image qui est en bas. Là, on perd des éléments sur la pièce. Par contre, on va gagner tout le contour, une définition du contour qui va être de meilleure qualité. Donc, c'est le même éclairage, mais qui n'est pas positionné au même endroit. Donc, en fonction de la position de l'éclairage ou de la caméra, on va pouvoir ressortir des éléments que l'on souhaite mesurer. Là, typiquement, on pourrait avoir le contour géométrique de la pièce sur l'image du bas. Ça pourrait être intéressant. Par contre, on ne verrait pas s'il y a une rayure sur la pièce, ce qu'on pourrait potentiellement voir sur l'image du haut. Donc, suivant ce que l'on souhaite faire, la position de l'éclairage va être importante, comme la position de la caméra. Et sur un autre système, pareil, voilà, on a l'éclairage, on a un éclairage qui est du même côté de la caméra, on regarde une pièce, on va voir certains éléments de la pièce. Par contre, si on utilise un éclairage un peu plus rasant, on va pouvoir faire ressortir des choses qui sont différentes. Et là, on voit sur le côté un morceau de la pièce qui manque, qui est, lui, ressorti, qui ressort en fonction de l'éclairage que l'on utilise. Nous, on fait souvent ça de façon naturelle. Quand on regarde un objet, on va le balader, souvent on le déplace par rapport à la lumière pour regarder comment il est. Là, quand on va faire de la vision industrielle, il faut qu'on fige une position. Et toute cette analyse-là permet justement de voir un peu mieux comment ça va se passer si on va arriver à avoir un type de défaut particulier ou différents types de défauts. Une autre possibilité aussi, c'est que ici, on a mis l'éclairage à côté de la caméra pour regarder une pièce qui se déplace. Mais là, la pièce se déplace assez vite. Et l'éclairage, lui, là, on n'a parlé que d'éclairage continu. On voit une sorte de bouger sur la pièce. Mais on peut s'amuser ici. Hop là, pardon. Je vais y arriver. Je vais trop vite. Je reviens. Voilà. Ici, on a la même pièce, mais on va faire un flash de lumière. Comme sur votre appareil photo, hein. Au moment où on fait un flash, ça permet d'éviter des flous. Donc on peut faire exactement la même chose sur tous les éclairages que l'on utilise. Chose qu'on n'aime pas faire nous réellement quand on observe avec nos propres yeux. On n'aime pas trop les flashs. On a vu la partie
lumière, éclairage. Et là, on va regarder la partie plutôt capteur et acquisition. On parlait de photodiodes. Aujourd'hui, vous avez un réseau de capteurs. Vous avez quasiment tous un téléphone portable. Vous avez un capteur dedans, un CCD, un CMOS, pardon. Avant, on avait des CCD, maintenant, c'est des capteurs CMOS. Et on peut avoir différents types de systèmes. Les plus courants que je vous mets ici, le premier tout à gauche, c'est un système qui voit plutôt à peu près, on va dire en noir et blanc. Il ne filtre pas, il voit à peu près toutes les longueurs d'onde du domaine visible et va nous donner une image en noir et blanc. Celui du milieu, on a mis des petits filtres de couleur que vous pouvez voir là en rouge, vert, bleu. Ces petits filtres de couleur permettent justement chaque pixel, il y en a un qui va laisser passer que le vert, etc. Et donc on va avoir une image en rouge, vert, bleu que l'on va reconstruire parce qu'on voit bien que là, chaque pixel, on ne peut pas avoir le capteur qui prend toute l'image. On va avoir à peu près un tiers de bleu, un tiers de rouge. C'est pas vraiment, c'est plutôt un quart de bleu, un quart de rouge et la moitié de vert vont nous permettre de reconstituer une image. Donc en fait, il y a des pixels qui manquent, on va les reconstituer, on va les recalculer par la suite. Mais si on veut vraiment avoir quelque chose de parfait en rouge, vert, bleu, on va utiliser des systèmes où on va avoir trois capteurs CMOS, et on va découper la lumière en trois parties. On va essayer de le dupliquer pour aller directement chacun sur un capteur. Et ce qui nous permet d'avoir des capteurs avec des bandes passantes beaucoup plus serrées, et on va pouvoir vraiment isoler ce qu'on voit en bas, hein, le spectre on va pouvoir isoler le rouge, le vert et le bleu beaucoup plus que sur celui du milieu où les spectres se mélangent. Là, on a vu les types de capteurs. Si maintenant, on a tous l'habitude plutôt de ce qu'on appelle des capteurs matriciels, c'est-à-dire que c'est X pixels il y a un certain nombre de pixels en X, un certain nombre de pixels en Y, ce qui nous donne une image, hein, une matrice d'image. Voilà, on a tous les formats HD 1920 par 1080, c'est des formats, on peut avoir la même chose sur les capteurs, mais on peut aussi utiliser ce qu'on appelle des caméras, alors j'ai fait une faute, c'est pas matriciel, des caméras linéaires, où là on n'a qu'une seule ligne de capteur. On a une ligne, mais 1900, 8000, 4000 ou 16000 colonnes, ce qui va nous permettre d'avoir soit on va déplacer la caméra, soit on va déplacer l'objet, et on va faire régulièrement des acquisitions. On va pouvoir construire une image au fur et à mesure. Tout ça parce qu'on va se déplacer quelque chose. Ces caméras peuvent aller très vite. Elles servent souvent dans l'industrie de l'imprimerie, du papier, ça peut être aussi sur la partie tôle d'aluminium. Il y a un fournisseur dans la région. Voilà, des choses qui vont aller relativement vite. On va pouvoir utiliser ce genre de caméra. Il existe d'autres types de caméras, ce qu'on appelle des caméras événementielles. Ce sont des caméras qui sont assez récentes, où c'est une caméra de l'information que quand il se passe quelque chose. Ici, vous avez un disque qui est vu par la caméra, mais il ne tourne pas, il est à l'arrêt. Donc la caméra en fait ne retourne aucune information. Par contre, si on se met à faire tourner ce disque, elle va donner une information de seulement les pixels qui ont changé d'état, c'est-à-dire qui ont été éclairés ou éteints, donc avec une variation, ce qui permet d'aller très très vite et ne donner que l'information qui est pertinente, ce qui a bougé. Le reste, finalement, on s'en moque parce qu'on n'en a pas besoin, c'est de l'information qui est redondante. Donc ça peut donner ce genre d'image que vous voyez en bas, où tout est noir, sauf on voit la personne qui marche. Donc ça peut nous aider. Nous, on n'est pas capable de le faire avec notre œil, mais ces caméras-là sont capables de faire ce genre et ça, c'est directement l'image que l'on récupère. Ce genre de traitement automatique. On a aussi quelques capteurs qui maintenant nous permettent de la polarisation sur le capteur. Alors on peut polariser les objectifs qu'on va mettre devant pour éviter les reflets qu'on peut voir ici. Sur la partie, l'image de gauche, il n'y a pas de filtre polariseur. Sur la partie à droite, il y en a un. Donc on voit bien le reflet du soleil qui a été masqué, enfin qui est enlevé, qui est filtré. Ça, vous l'avez souvent sur vos lunettes de soleil, ce genre de filtre. Mais on peut arriver à les mettre aussi au niveau d'un capteur. Ce qui va nous permettre, là sur cet exemple-là, vous avez une bobine de carbone, enfin de fibre de carbone.
qui vont être tracés, qui vont être orientés, comme on peut voir sur les deux images de gauche, avec des angles différents. Et la réflexion de la lumière, si maintenant on a des filtres polarisés sur chaque pixel, on va pouvoir remonter à l'orientation de la réflexion de la lumière. Et là, on peut faire de la mesure, des choses que l'on ne pouvait pas faire il y a quelques années. On arrive maintenant à quelque chose qui ressemble à ce qu'on a aussi l'habitude, c'est la stéréovision. On a deux yeux, si on utilise deux caméras, on pourrait aussi faire de la 3D. Donc allons-y. Là, on a deux caméras qui sont légèrement... On a l'impression qu'on voit à peu près la même chose, mais si on regarde un peu en détail, il y a un léger changement de point de vue. Et ce léger changement de point de vue va nous permettre, nous, de pouvoir déterminer une profondeur et une position 3D en X, Y, Z dans le monde réel. Ça nous permet d'avoir de garder de la 3D. On peut aussi mesurer des distances de façon assez simple en disant on va projeter une ligne laser sur une pièce et la déformation de cette ligne laser vue par une caméra pourrait nous donner une indication de profondeur. Donc là, on ne va pas avoir du X, Y, Z, mais on va plutôt avoir une information juste de profondeur. Ce qu'on appelle, je ne sais pas, peut-être vous connaissez, du profilomètre. Ça va donner ce genre d'exemple. Voilà, vous avez un angle qui est donné par un laser. Plus la pièce est loin, plus vous allez avoir la ligne laser qui va être là, sur ce cas-là, vers la gauche. Donc ça nous permet de donner une notion de distance, en fait, entre le capteur et la pièce, simplement avec une ligne laser et une caméra. Et on peut arriver sur des choses un peu plus complexes encore, sur des systèmes qui vont faire de la mesure 3D. Là, on va venir projeter. Tout à l'heure, on a parlé d'éclairage. C'était toujours des éclairages soit continus, soit flashés. Là, on va avoir des éclairages qui vont être des éclairages dynamiques. C'est qu'on va faire varier la luminosité. Donc là, c'est un projecteur. On va changer la luminosité du projecteur. Donc on va avoir un éclairage qui va être dynamique. On va projeter des franges que l'on va faire grossir ou réduire et que l'on va déplacer. Et en fonction de ça, quand c'est vu par deux caméras qui peuvent être à côté, ces franges, voilà à quoi ça peut ressembler sur une pièce réelle. Ces franges, vues par les caméras, quand c'est calibré, on peut remonter à une information 3D de la pièce. Et donc, avec quelques projections de franges, quelques acquisitions et du traitement informatique, on va pouvoir... Pardon. J'ai fait une bêtise. On va pouvoir remonter à un nuage 3D de la pièce. Si on veut avoir toute la pièce, il faudra forcément la tourner plusieurs fois pour avoir ça. Donc ça, on va projeter de la lumière sur une pièce, mais on peut faire exactement la même chose en faisant de la réflexion. Tout à l'heure, je parlais de pièces brillantes où on regardait de la lumière au travers de la pièce brillante. C'est exactement ça. Ça, c'est une pièce métallique qui a été peinte. On a un écran qui affiche ces franges-là et on voit bien, on a quelques bosses qui sont là et qui sont déformées, qui déforment la réflexion de la lumière. Avec ça, on va pouvoir détecter des déformations sur les pièces. Donc c'est ce qu'on va pouvoir utiliser. Pour arriver à faire tout ça, il faut faire un peu de traitement numérique. Le traitement numérique, c'est la dernière étape de tout l'ensemble. Ça va se décomposer en gros en deux phases. Là, je reprends l'exemple de ce qu'on avait tout à l'heure. Il y a la partie verte qui va dire qu'il va falloir qu'on éclaire correctement et il va falloir qu'on calibre. Ce que ça veut dire calibrer un système, une caméra. La caméra, elle a des défauts. Les optiques ont des défauts, ça déforme un peu les images. Mais surtout, on passe d'un monde 3D à un monde 2D. Quand vous faites une acquisition avec un appareil photo, on est dans un monde réel et on passe à un mode en 2 dimensions. Donc de 3D en 2D. Et si on veut garder cette pseudo 3D, au moins cette notion d'échelle, il va falloir qu'on calibre. Donc pour ça, on va utiliser des mires de calibrage. Donc ça va être la première étape, c'est d'arriver à calibrer le système. Et par la suite, on pourra faire les acquisitions, les pré-traitements, tout le traitement informatique pour arriver jusqu'au résultat qui nous intéresse. Si on parle du calibrage, je vous donne quelques exemples. On considère que là, que l'éclairage est plutôt bien. Et on va mettre devant la caméra, avec l'optique, différents types de mires pour arriver... Quand on voit ici la première mire qui est une sorte de damier, va nous permettre de corriger des aberrations chromatiques ou des aberrations géométriques. Je ne sais pas, vous connaissez tous peut-être la GoPro
un objectif fisheye, très grand angle, qui déforme énormément l'image. Et bien, si on fait un calibrage correctement, on va pouvoir, ce qu'on voit en bas à droite, corriger ces déformations-là pour remettre l'image correcte et que les lignes soient vraiment des lignes, que ce ne soit pas courbé. Ça nous permet aussi, quand on veut calibrer, sur l'anneau qu'on peut voir en haut, là, on a une mire, là on est dans un tube. On regarde quelque chose qui est dans un tube, et la mire, en fait, tapisse le tube que l'on veut regarder. Donc pourquoi on pourrait faire ce genre de calibrage? Ça nous permet de passer de quelque chose qui est de l'image que l'on a là, à quelque chose qui va être peut-être plus facile à traiter par la suite en traitement d'image. Vous visualisez, c'est l'exemple que je mets en bas à gauche, où vous avez par la suite l'image du tube telle que l'on veut l'analyser, et on l'a déroulé. Sur la deuxième partie en noir, ces deux images sont les mêmes images, sauf que grâce au calibrage, on a pu dérouler l'image pour la mettre à plat. Comme si on avait coupé le tube et qu'on l'avait aplati. On peut faire exactement la même chose en ayant calibré notre système de vision. D'où l'intérêt de la calibration pour faire des mesures. Là, dans le traitement, une fois qu'on a calibré, on va être plutôt sur... On peut commencer par faire du pré-traitement. Cet exemple-là, c'est sur des pièces qui sont en vrac. Il est assez parlant, cet exemple-là, parce qu'on voit sur les images que j'ai mis ici différents temps d'acquisition. Alors des temps d'exposition, on a eu tout en haut, c'est un temps d'exposition très court, et plus on descend, plus le temps d'exposition est long. On voit qu'on n'arrive jamais à avoir quelque chose qui a un bon compromis pour voir toutes les pièces. Donc ce qui peut être intéressant, là en pré-traitement, c'est de dire on va faire, peut-être une fonction que vous connaissez qui s'appelle le HDR. On va essayer d'utiliser plusieurs images, plusieurs temps d'acquisition pour arriver à faire une image qui soit à peu près la moyenne de l'ensemble en termes de temps d'exposition pour qu'on puisse voir correctement les pièces qui sont sombres et les pièces qui sont très brillantes. Donc une fois qu'on a fait ce pré-traitement, on voit bien quasiment toutes les pièces. Et par la suite, le traitement informatique va être simplifié, parce que là, on va faire de la détection du positionnement de pièces dans l'espace. Donc, je montre quelques exemples de traitement informatique qu'on veut faire. Ce qui est important, c'est de faire ressortir la donnée dans les éléments que l'on a. Comme on a fait un bon éclairage, une bonne acquisition, derrière, le traitement est facile à faire. Donc là, c'est des exemples de ce qu'on peut faire en traitement informatique. Ce qui est important sur l'image d'en haut, vous voyez avec du cuivre, c'est de faire ressortir si les pistes sont coupées ou si les pistes sont toujours présentes. On a une vis, l'idée c'est de faire ressortir, là ça peut être de l'intelligence artificielle, des zones qui vont être des soucis parce qu'elles ont été impactées, ou même détecter sur du textile des défauts que l'on pourrait faire. L'idée là du traitement, c'est de faire ressortir l'information qui va être pertinente pour pouvoir juger par la suite si la pièce est bonne ou la pièce n'est pas bonne, ou s'il y a un défaut ou s'il n'y aura pas de défaut. Ça dépend de ce qu'on veut voir. Dans le traitement, ça c'est plutôt pour mettre en avant quelque chose qui ne nous va pas, mais on peut aussi faire du traitement pour ressortir d'autres types d'informations qu'on n'arriverait pas forcément à avoir. Je parlais tout à l'heure de la réflexion de la lumière sur des pièces. On utilise un phénomène qui peut être qui est la déflectométrie, sur lequel on va afficher de la lumière. On va regarder cette réflexion de lumière vue par une caméra sur une pièce. Si c'est ce que j'ai montré tout à l'heure sur la pièce peinte, là on a fait ça, la même chose sur une petite pièce brillante, et ça nous permet de remonter à des éléments là de phase qui sont les éléments 3D de la pièce. Donc on est capable de calculer une géométrie, donc avoir un 3D de la pièce, mais on est capable aussi de sortir une intensité et un contraste qui vont mettre en avant d'autres types d'éléments que l'on voudrait voir. Ici, sur l'intensité, on voit qu'on a un peu une trace de doigt, mais on a aussi en bas à gauche de l'échantillon des traces d'essuyage qui ont été faites sur la pièce. Et tout en bas à droite, on voit beaucoup mieux les traces d'essuyage. Les rayures, par contre, les traces de doigts, pardon, et la rayure. Par contre, la trace d'essuyage, elle a quasiment disparu, mais on va voir des poussières. Tout ça, c'est fait dans une seule mesure. On est capable de ressortir par du traitement informatique ces trois types d'éléments. Nous, avec l'œil, on n'y arrive pas. Donc, on arrive à faire ce genre d'éléments. Et la dernière étape, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces résultats de mesures que l'on pourrait avoir. Ici, est-ce qu'il faut qu'on classifie
Est-ce qu'il faut qu'on dise que la pièce fait telle dimension? Donc après, ça c'est plutôt l'interface qui nous intéresse. Une fois qu'on a fait le traitement, qu'est-ce qu'on en fait de ce traitement-là? Est-ce qu'on est capable de dire cette pièce a un défaut à tel endroit, elle sort d'une tolérance, elle fait telle dimension, ou est-ce que je vois une rayure, ou simplement je donne une information et c'est un être humain qui va décider si oui ou non la pièce doit continuer son cycle ou pas. En conclusion, je dirais qu'on a, notre œil et notre cerveau qui fonctionnent, et nos muscles qui fonctionnent en permanence. Donc on a, nous, une façon de voir le monde. On essaye souvent de le reproduire en traitement d'image. Ce n'est pas forcément toujours la bonne solution. Des fois, il vaut mieux, j'ai pas mis, mais ça pourrait être un exemple intéressant, de saturer en lumière une pièce, qu'on la voit quasiment, que ce soit quasiment on voit rien, il y a trop de lumière qui revient dessus. Par contre, quand on va vouloir voir un défaut, à un moment, on va avoir un trou de lumière parce que la lumière sera réfléchie ailleurs, parce qu'on a peut-être une rayure. Et ça, c'est pas très intéressant à voir parce que nous, on n'aime pas voir ce genre d'image. Par contre, en traitement d'image, c'est très intéressant parce qu'on voit vraiment sortir le défaut. Donc, nous, on fonctionne à peu près comme... on a essayé de monter des systèmes qui sont à peu près similaires au fonctionnement de l'être humain en même façon numérique. Je voudrais quand même... Ce qui est important à retenir, c'est qu'il y a 3 éléments à retenir là-dessus. C'est que l'éclairage, l'acquisition et le traitement sont 3 éléments qu'il ne faut pas négliger. Et en gros, il faut passer à peu près autant d'énergie sur les 3. Sinon, vous n'arriverez jamais à avoir un traitement qui sera efficace. On parle beaucoup d'IA en disant que l'IA peut faire des merveilles. Effectivement, l'IA, c'est un outil qui marche très bien, qui a des avantages dans certains domaines, mais pas forcément sur tout. Mais par contre, si vous avez mal éclairé, vous avez fait une mauvaise acquisition, vous pouvez mettre tout l'IA que vous voulez, ça va être compliqué d'avoir quelque chose de robuste. Donc il faut passer à peu près un tiers de son énergie à avoir un bel éclairage, pareil sur l'acquisition, et après le traitement sera simple. Voilà. Hubble en est le parfait exemple. Et quand on a tout ça, si jamais vous avez besoin, nous, on sait faire. Et on est capable de vous accompagner, de développer de nouveaux systèmes par rapport au traitement et à la vision, passer justement à une vision numérique qui soit fiable. Voilà, je vous remercie. Et s'il y a des questions, je ne sais plus. Oui. Attendez, il y a un micro qui arrive. Pour les capteurs, vous avez montré qu'il y avait une matrice, mais en soi, en dessous de la matrice, il y a, à mon point de vue, je vois qu'une méthode, c'est mettre des MEMS avec des miroirs et on récupère la fréquence, non? C'est peut-être ça? Les capteurs des caméras qui sont là sont des photorécepteurs, des photodiodes, des toutes petites photodiodes, et donc c'est un puits de lumière, et on va avoir les photons qui vont rentrer, et c'est ça qu'on va mesurer. Et une photodiode, c'est par rapport à un élément chimique à l'intérieur, par rapport aux couches de valence, qui réagit et qui donne... Ok. Voilà. Ok, oui. Ouais, c'est pour ça que je voulais savoir. C'est ça. Ok. Et oui, et une deuxième question. Il y a plusieurs caméras. Par exemple, est-ce qu'une caméra simple peut faire, par exemple, de la lumière du spectre visible, puis passer directement sur l'UV, ou c'est contraint par rapport à la matrice qui est posée dessus? Alors ça va être contraint par rapport à la matrice. On peut avoir des filtres qui sont mis sur la matrice, notamment les filtres RGB qui sont souvent mis sur la matrice, ou des filtres polariseurs qui peuvent être mis sur la matrice. Ça dépend. Ça, généralement, oui, ça va être lié au capteur. Mais après, on peut aussi avoir des systèmes de roues à filtre qui vont être devant l'objectif et qui vont permettre de faire différentes longueurs d'onde en fonction de ce qu'on veut voir. Ok. Voilà.